Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous m'entendez toujours parler de qualité. Qualité, 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 tout le monde en parle. En fait, la qualité, c'est quoi? Si on peut définir la qualité quantitativement, la meilleure manière généralement d'arriver à la conclusion de l'origine de cette qualité-là, et si cette qualité-là, entre parenthèses, peut durer, c'est en étudiant l'environnement concurrentiel de l'entreprise. D'accord? C'est très important. Donc, vous savez quand on étudie l'environnement concurrentiel de l'entreprise, c'est également pour nous permettre ici de déterminer le type d'avantage concurrentiel qu'on a. Parce qu'il faut définir l'avantage concurrentiel qu'on a. Il faut mettre des mots dessus. Et j'ai déjà parlé ici des 5 types d'avantages concurrentiels. La vidéo existe. Vous pouvez aller la retrouver ou bien taper sur Internet. Vous allez retrouver cette information-là. Donc, ici aujourd'hui, je vais parler d'un... Comment on dit ça? Je dirais, ce n'est pas un tableau ou bien une marche à suivre, un questionnement qui vous permettra d'arriver à cette conclusion-là, à identifier facilement entre parenthèses, ok, parce que ici, ça demande du travail. Et attention, je répète toujours ici une chose, c'est, je vais dire ceci. Si vous recherchez la facilité, achetez un ETF. Si vous faites du stock picking, vous devez travailler. Si vous n'êtes pas prêt à travailler, allez acheter des ETF, point barre. D'accord ? C'est à partir de ce moment-ci, tu n'es pas d'accord. Si tu es d'accord avec ça, tu arrêtes la vidéo là et tu passes à autre chose. Ok? Faire du stock picking, ça demande du travail. Comme dans toute chose d'ailleurs. Rien n'est facile. Il n'y a que ceux qui vendent, qui se baladent en Ferrari en vous promettant ici de devenir riche facilement, qui pensent que qui vous donnent ici l'impression que tout est facile. Non. Même pour mentir, ça demande du travail. Bref, revenons ici sur notre vidéo. Je vais parler aujourd'hui des 5 forces de porteur. Ok, et pour ça, je vais utiliser un article qui existe déjà sur Internet. Je n'invente rien du tout. Il a été très bien écrit. L'article provient ici du coin des entrepreneurs. D'accord? Très bon site. En tout cas, l'article est très bien écrit. Ça parle ici des entrepreneurs. Enfin, l'analyse ici qu'ils vont faire, c'est du point de vue entrepreneur. Mais attention, pour être un bon investisseur, il faut être un businessman. Un entrepreneur est un businessman. D'accord? Parce que vous devez étudier l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Donc, on investit sur des entreprises déjà établies. Donc, ici, gardez toujours en tête qu'on parle du point de vue de l'investisseur. OK? Et je vous donnerai également les ressources, l'origine, en fait, les livres que vous pouvez utiliser pour en apprendre un peu plus. OK? Donc, on y va. Les 5 forces de porteur pour analyser l'environnement concurrentiel. Le modèle des 5 forces de porteur est un outil qui permet d'analyser la concurrence sur un marché. L'analyse repose sur les 5 axes suivants. L'intensité de la concurrence, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants et la menace des produits de substitution. D'accord? Je répète. Intensité de la concurrence, pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants et la menace des produits de substitution. Donc, ce dossier vous explique en quoi consiste la méthode des 5 forces de porteur et comment l'utiliser. Alors, les 5 forces concurrentielles de porteur, qu'est-ce que c'est? La méthode des 5 forces de porteur est un outil d'analyse stratégique qui permet d'évaluer la concurrence sur un marché. Elle consiste en une étude de 5 éléments dans le but de définir avec précision les opportunités et les menaces qui pèsent sur une entreprise. D'accord? Donc, ça nous concerne. Cette méthode a été mise au point par Michael Porter, professeur de stratégie d'entreprise, dans le cadre d'un diagnostic. Elle s'emploie durant l'analyse stratégique externe. Alors, déjà, allons regarder c'est qui monsieur Michael Porter. Il ressemble à ça. D'accord? C'est lui ici. Et là. Je pense qu'il est professeur soit à Harvard, un truc comme ça. Alors, et vous allez voir une chose, Michael Porter, les livres que vous pouvez utiliser par exemple pour aller en profondeur, il y a, voilà, celui-ci, Competition Demystify, c'est un livre ici qui a été écrit par, comment il s'appelle encore, Greenwald, Bruce Greenwald, qui était un professeur ici à Columbia, comment on appelle ça, la même université où Benjamin Graham enseignait. Je pense également que Warren Buffett a fait ses études là-bas. Et ils ont un programme de value investing très compétitif.
Et puis d'ailleurs, ils ont généralement une newsletter qui est, je pense, trimestrielle ou bien un truc comme ça. Intéressant à aller regarder d'ailleurs, c'est gratuit. OK? Donc, allez chercher l'information. Je pense que je l'ai déjà présenté ici. Ce livre-ci explique la stratégie. C'est après un condensé voici le livre d'origine. Et vous pouvez utiliser celui-ci qui est plus accessible parce qu'il est un tout petit peu fermé comme celui-ci. D'accord? Mais c'est un livre intéressant à voir. Ou bien vous pouvez également prendre celui-ci. D'accord? Michael Porter, Understanding Michael Porter. Malheureusement, en français, je ne sais pas si ça existe. Hein? OK? Vous pouvez également rechercher en français ici. Mais comme je dis toujours, si vous faites du stock picking, vous n'avez pas le choix que de lire en anglais. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous n'avez pas le choix et ne sous-estimez pas votre cerveau. Vous pouvez lire en anglais et comprendre. Je ne parle pas anglais, je le dis toujours, mais je lis uniquement en anglais. D'accord? Au point où même quand je regarde des entreprises françaises, je préfère regarder la comptabilité en anglais parce que je suis habitué, malheureusement. Donc, c'est bizarre. Donc, vous pouvez utiliser, ça c'est le livre d'origine, intéressant. Sinon, celui-ci ou celui-là. Les trois, j'ai les trois d'ailleurs, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser pour rentrer en profondeur un tout petit peu, vous commencez par celui-ci ou bien celui-là. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, c'est aussi important que l'investisseur intelligent ou je ne sais pas quoi. D'accord? Ce livre-ci est important. Je dis bien, il est important. Si vous voulez, en fait, je ne suis même pas là pour vous convaincre, vous faites ce que vous voulez. Il est important. Je le mentionne encore une fois. Il est important et j'insiste parce que là aujourd'hui on va plus parler de chiffres là, c'est le moment de commencer à apprendre à investir sérieusement. OK? Donc vous devez le lire et si vous n'aimez pas la lecture, allez acheter des ETF. Voilà, parce que ceux qui font du stock picking doivent aimer lire. D'accord? C'est important. On adore ça lire. 300 pages, c'est rien du tout. Enfin, surtout si vous avez la méthode. Alors, maintenant, continuons. Maintenant, je vous ai présenté, vous avez à peu près la documentation déjà. Vous pouvez commencer à aller regarder ça en français ou quoi que ce soit. Donc, nous, on va rentrer ici à peu près on va expliquer brièvement qu'est-ce que c'est. D'accord? Et cet article-ci vous aide rapidement. Alors, pour Porter, la concurrence dépend des 5 forces suivantes. Le degré de rivalité avec les concurrents, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et le pouvoir de négociation des clients. Alors, la méthode Porter, quelle utilité pour l'entrepreneur ou pour l'investisseur? D'accord? Tout d'abord, l'analyse des 5 forces de Porter est un outil intéressant pour l'entrepreneur qui envisage de s'implanter sur un marché. Ça peut vous servir, vous, parce qu'il y a peut-être des businessmen parmi vous, bien des gens qui veulent aller en affaires, etc. Ça peut être intéressant pour vous, même quand vous êtes dans l'immobilier. D'accord? En fait, cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser sur tout. Il peut s'agir d'une création d'entreprise ou dans le cadre du développement de l'entreprise, du lancement d'un nouveau produit ou service. Pour une entreprise déjà en activité, ce qui nous intéresse, nous on investit sur des entreprises déjà en activité, la méthode Porter est un outil efficace de veille stratégique. D'accord? Toutes les entreprises devraient l'avoir. Je pense même que toutes les entreprises utilisent à peu près ce type d'éléments-là. Il y a également la méthode SWOT, SWOT, d'accord? Force, faiblesse, opportunité et menace. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on appelle généralement ça. Mais je pense que c'est, je n'ai pas vérifié, hein, je pense que c'est une dérivée de cette stratégie-ci, de cette méthode-ci. Je préfère celle-ci, littéralement. OK? Mais à peu près les deux sont à peu près similaires. Il faut aller également regarder ça. Donc, pour une entreprise déjà en activité, la méthode Porter est un outil efficace de veille stratégique. En effet, toutes les entreprises évoluent dans des environnements qui évoluent sans cesse. L'entrepreneur doit être en veille pour détecter de nouvelles opportunités et anticiper les menaces potentielles sur son activité. L'investisseur doit être en veille pour détecter les menaces et anticiper les nouvelles opportunités. Vous voyez, ça rentre toujours dans votre cadre d'investissement. OK? L'arrivée d'un ou plusieurs nouveaux concurrents sur le marché, si vous investissez dans une entreprise où voilà, il est facile de rentrer sur ce marché-là, ça veut dire que c'est peut-être un business, ça va être compliqué. Ça peut avoir un impact sur les marges. OK? Surtout si les nouveaux entrants ici font une guerre des prix. Le lancement d'un nouveau produit qui constitue une alternative crédible à l'offre actuelle. La diminution du nombre de fournisseurs sur des approvisionnements vitaux. Si le nombre de fournisseurs diminue sur un approvisionnement vital, ça veut dire que les prix vont augmenter. Vous commencez à comprendre. Ça nous touche, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à partir de ce moment-ci, un like, un abonnement, un commentaire. C'est important. C'est très important. Et pour ceux qui découvrent ce concept-ci, laissez-moi savoir également en commentaire présentement. OK? Donc,
L'analyse lui permet de disposer d'informations essentielles pour prendre des bonnes décisions stratégiques. Comment utiliser les 5 forces de porteur? L'entrepreneur qui veut utiliser les 5 forces de porteur pour analyser son environnement concurrentiel ou l'investisseur qui veut utiliser les 5 forces de porteur pour analyser l'environnement concurrentiel d'une entreprise doit lister tous les points à étudier puis mener une étude approfondie sur chacun d'entre eux. Je vous donnerai une alternative tantôt pour à peu près avoir l'information directement. OK? Les informations récoltées peuvent ensuite être regroupées dans un schéma. L'entrepreneur pourra ensuite exploiter les informations issues de son analyse pour prendre les bonnes décisions stratégiques. Il conviendra de distinguer les éléments qui constituent des menaces de ceux qui constituent des opportunités. Voici quelques approches concurrentielles possibles. Une stratégie de différenciation afin de proposer des produits ou services qui se distinguent de ceux des concurrents. Ça, c'est sur le cadre ici de l'entrepreneur, OK? Et voilà, quand vous allez analyser la compagnie ici et que vous identifiez ici que l'environnement concurrentiel est de plus en plus compliqué, vous devez également essayer de regarder si l'entreprise ici, quelles sont les solutions que l'entreprise a implémentées. Et voilà, par exemple, certains exemples. Est-ce qu'il y a une stratégie de différenciation? Une stratégie d'innovation pour s'installer sur de nouveaux marchés, une stratégie de spécialisation pour trouver des marchés sur lesquels la concurrence est faible, une stratégie de domination par les coûts afin de proposer les prix les plus compétitifs possibles. OK? Donc, explication et conseils sur les 5 forces concurrentielles de porteur, vous avez à peu près ceci. Donc, le degré de rivalité des concurrents, pouvoir de négociation des clients, menace des produits suspicion, menace de nouveaux entrants, on l'a cité plus haut. D'accord? Donc, les menaces des nouveaux entrants. Maintenant, on va expliquer les concepts point par point. Les 5 éléments. Les nouveaux entrants correspondent aux nouvelles entreprises qui pourraient potentiellement entrer sur le marché et menacer les acteurs en place. Le degré de cette menace dépend du niveau de difficulté qu'ont les nouvelles entreprises pour s'implanter sur le marché. Plus il y a de barrières à l'entrée, moins la menace est élevée. Une barrière à l'entrée, ça peut être le capital élevé. Par exemple, dans le marché, si vous voulez monter une entreprise pour fabriquer des voitures, ça demande énormément d'argent. Donc, c'est une barrière à l'entrée. D'accord? Si vous, par exemple, pour faire une activité, si vous avez besoin de l'accord du gouvernement, c'est une barrière à l'entrée. OK? Comme par exemple, les entreprises qui distribuent ici les distributeurs de médicaments aux États-Unis. C'est une barrière à l'entrée, c'est un avantage concurrentiel. D'accord? Voici quelques éléments à analyser. Le montant moyen des investissements initiaux nécessaires pour se lancer, le niveau de réglementation, je l'ai expliqué tantôt, pour pouvoir exercer l'activité, diplôme, autorisation de l'administration, agrément, licence, la taille critique à atteindre pour être rentable, économie d'échelle. Plus on est gros, mieux c'est. Il y a des secteurs d'activité où ça ne sert strictement à rien d'être tout petit. Il faut absolument être le plus gros possible pour commencer à générer des économies d'échelle. Encore une fois, je vais parler de la distribution de médicaments aux États-Unis. Vous comprenez pourquoi je garde bien au chaud ces 3 entreprises-là tranquillement. Et elles sont toujours sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, certains considèrent que la législation est une force à part entière puisqu'elle peut fortement limiter l'entrée des nouveaux acteurs sur le marché, comme par exemple Française des Jeux. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais c'est un avantage. À court terme ou long terme, à vous d'aller vérifier. Le pouvoir de négociation des clients. Ici, il contient d'analyser le pouvoir de négociation que les clients peuvent exercer sur l'entreprise. Ont-ils le pouvoir d'influencer les prix pratiqués par l'entreprise et ou autres conditions de la vente? Au niveau des clients, il faut notamment étudier le nombre de clients et leur poids respectif dans l'activité. Quand une de vos entreprises, quand vous avez un business et que vous avez un seul gros client, c'est dangereux. Vous pouvez le voir ici avec MPW, Medical Property Trust. OK? Ou bien avec Super Micro, un truc comme ça, je pense, c'est SMCI. C'est ça, non? Super Micro Computer, un truc comme ça. Leur plus gros client, c'est du Nvidia, je pense bien. D'accord? C'est une menace. Et dernièrement, vous avez appris que Nvidia réfléchit à une alternative. Ce qui n'est pas bon pour SMCI. Donc, en lisant les rapports financiers, ce sont des questions qu'on va se poser. D'accord? Est-ce que nos clients sont divers? Est-ce que les clients sont concentrés, diversifiés? Il faut aller vérifier. D'accord? La taille des clients et leur localisation. OK? Donc, si vous avez un client qui représente ici tantôt une grosse partie de votre chiffre d'affaires, il a un pouvoir de négociation sur vous. Littéralement. Parce qu'il sait que vous dépendez de lui.
Et ça, ce n'est pas bon pour le business. Comme par exemple, si on prend ASML, elle a très peu de clients. Et ces clients ont un pouvoir de négociation. Le seul avantage ici, c'est que les clients n'ont pas d'alternative pour le moment. OK? Ici, tout dépendra du niveau d'équilibre entre l'offre et la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, les clients disposent d'un important pouvoir de négociation. Si l'offre est supérieure à la demande, donc s'il y a des alternatives, le client dispose d'un gros pouvoir de négociation. Sans une innovation majeure, l'entreprise va se retrouver dans une bataille concurrentielle qui se traduira par une guerre des prix. Innovation majeure, vous allez remarquer ici que Boeing, Airbus ici, même si je ne dirais pas que les clients, quoique les clients sont assez concentrés là-bas, vous serez très étonné qu'ils ont à peu près les mêmes clients. Les plus gros clients de ces entreprises sont les loueurs d'avions, pas les compagnies aériennes, les loueurs d'avions comme AerCap. OK? Donc, revenons ici. Par rapport à ASML, vous remarquez que grâce à notre innovation, on peut fixer les prix. Donc, il n'y a pas de guerre des prix ici. OK? Même si on a une clientèle concentrée, on a quand même un produit indispensable pour les clients. Et donc, il n'est pas dans l'intérêt du client ici de nous contraindre à baisser les prix. Déjà, pour avoir ces produits-là, ça prend du temps et ça coûte énormément cher. Donc, la création d'un nouvel espace stratégique basé sur l'innovation vous permet d'éviter cette situation. La menace des produits de substitution. Les produits de substitution correspondent aux nouveaux produits ou services susceptibles d'entrer sur le marché et de constituer une alternative à l'offre existante. Comme par exemple ici, quand on disait ici que Snapchat ou bien TikTok vont tuer Instagram ou je ne sais pas quoi. Vous étudiez l'alternative et vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que l'entreprise que j'ai présentement prend les bonnes décisions afin de pouvoir rivaliser avec ces nouveaux entrants-là? Pour Meta, c'est correct. Mais je rappelle une chose, Meta dépend beaucoup des entités chinoises au niveau de la publicité. Juste entre parenthèses, allez vérifier. Ils ne le disent pas réellement dans leur rapport financier. C'est la raison pour laquelle il est toujours intéressant de s'intéresser au secteur d'activité. D'où provient le revenu? Qu'est-ce que l'entreprise fait ici? Si comme je dis toujours ici, allez vérifier l'information, recherchez, soyez curieux. Je balance toujours mes affaires comme ça en l'air et vous serez souvent surpris quand ça arrive réellement sur le marché. Enfin, quand on va de plus en plus en parler. Mais c'est un risque sur Meta. Il ne faut pas y aller les yeux fermés parce que les marges sont blablabla, blablabla. Non. Évaluer une entreprise, faire d'analyse fondamentale, c'est le quantitatif qui présente les chiffres et le qualitatif qui fait parler les chiffres. Ici, on parle d'analyse, c'est le qualitatif ici. D'accord? Le qualitatif, c'est ce qu'on est en train de faire présentement. En tout cas. Généralement, il s'agit de produits innovants apportant une valeur ajoutée supérieure à ce qui est actuellement proposé sur le marché. Par rapport à cette menace, il faut notamment s'interroger sur les points suivants. Les avantages et les inconvénients des produits de substitution, le degré de facilité pour un client de changer de fournisseur, le rapport entre la valeur des produits de substitution et leur prix. Plus la valeur proposée par un produit de substitution est importante par rapport à l'offre existante, plus les clients seront susceptibles de l'acheter. Et donc, plus le risque est élevé pour l'entreprise. Face à cette menace, il est nécessaire de faire évoluer ses produits ou services pour apporter davantage de valeur aux clients. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Comme pour les clients, il s'agit d'analyser le pouvoir de négociation des fournisseurs, que les fournisseurs peuvent exercer sur l'entreprise. Les fournisseurs ont-ils le pouvoir d'imposer leurs conditions dans les négociations? Pour l'entreprise, le pouvoir des fournisseurs peut impacter les prix et donc sa rentabilité. Comme par exemple, Coca-Cola a un pouvoir de négociation élevé. D'accord? Si on décide de ne pas rentrer dans vos magasins ici, ce n'est pas bon pour le business parfois. Même s'il y a des alternatives, mais ils ont une marque forte. Alors que l'alternative ici, si vous avez peut-être votre marque ici de soda, ça ne sera pas facile pour vous de négocier avec un détaillant. Au contraire, il aura un gros pouvoir sur vous de négociation. Donc, voici quelques éléments à étudier à ce niveau. Le nombre et la taille des fournisseurs. Le degré de rareté des produits vendus par les fournisseurs. Le degré de rareté des produits vendus par les fournisseurs. Le coût d'un changement de fournisseur. Lorsque les fournisseurs sont peu nombreux et qu'ils ont un grand nombre de clients, ils auront une grande capacité à imposer leurs conditions sur le marché. Par contre, en présence de nombreux fournisseurs, l'entreprise peut facilement passer de l'un à l'autre et à la capacité de négocier. Donc l'entreprise a la capacité de négocier quand il y a énormément de fournisseurs. Le degré de rivalité avec les concurrents.
La lutte entre les concurrents sur un marché dépend de plusieurs facteurs. Il s'agit ici de s'intéresser de près aux concurrents de l'entreprise. Pour analyser l'intensité concurrentielle, vous pouvez notamment étudier les éléments suivants. Le nombre de concurrents sur le marché, la taille des entreprises concurrentes et leur diversité, le degré de différenciation des concurrents, la croissance du marché. Une forte concurrence se traduit généralement par une guerre de prix qui peut impacter négativement les marges de l'entreprise. L'atteinte de la rentabilité sera plus compliquée. Donc pour cela, l'entreprise doit avoir un important volume d'activité. Si les concurrents ont une taille importante, leur domination par les coûts peut être forte. Maintenant, quand vous allez analyser une entreprise qualitativement, essayez d'identifier la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs ainsi que le degré de rivalité avec les concurrents. L'article en question ici, vous tapez juste sur Internet les 5 forces de porteurs pour analyser l'environnement concurrentiel. Ça vient ici le coin des entrepreneurs. Vous allez retrouver l'article en question. Parce qu'en description, en commentaire épinglé sous cette vidéo, je vous donnerai une alternative pour trouver l'information concernant les forces concurrentielles dans un secteur d'activité. D'accord ? Dans un secteur d'activité. Comme par exemple, la vidéo qui suivra celle-ci. Vous rappelez-vous, j'ai parlé ici dernièrement de l'analyse sectorielle pour une rate qui fait uniquement dans le secteur des hôtels et des resorts. C'est un type de rate très particulier. D'accord? J'en ai parlé, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Donc, ici, quelles sont les 5 forces concurrentielles dans dans cette sous-industrie, celle dont on a parlé dernièrement? Vous avez l'analyse sectorielle déjà disponible. Maintenant, quelles sont les 5 forces? Je vais vous les présenter ici sur la prochaine vidéo. OK? Donc, n'oubliez pas, la promotion présentement en commentaire épinglé se termine dans quelques jours et les places sont limitées. Si le code ne fonctionne plus, ça veut tout simplement dire que les places, le nombre de places a été atteint. D'accord? Je ne contrôle pas ça ici. Je ne sais même pas combien de places il reste ici. Bref. Tout est en description de la vidéo. En premier commentaire épinglé. Pourquoi je parle tout de description? En tout cas, maintenant, vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir vous-même commencer à étudier les 5 forces de porteurs et essayer d'aller plus loin maintenant. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.